salut à tous et à toutes, c'est Soso, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une review de Boruto To Blue Vortex, le tome 1, que j'ai terminé, donc que j'ai lu. Je suis revenu un peu dessus pour revoir un peu quelques petits détails. Et donc dans cette vidéo, on va un peu résumer, on va un peu analyser et essayer de comprendre ce qui se passe dans Boruto To Blue Vortex. Alors avant de commencer la vidéo, sachez que moi je lis pas les scans. Donc je sais que là dans Boruto, To Blue Vortex, il y a les scans, il y a tout ce qui se passe après le tome 1. Donc sachez que moi je me suis arrêté au tome 1 et je veux pas savoir ce qu'il y a après. S'il vous plaît dans les commentaires, pas de spoil à propos de ce qui vient après du tome 1. Je sais que pour certains d'entre vous, vous lisez les scans, mais faites l'effort de ne pas dire ce qui se passe plus tard, parce que dans cette vidéo, j'ai du questionnement, je me pose des questions. Donc c'est juste, c'est comme ça, c'est personnel. Ne venez pas répondre à mes questions parce que vous savez déjà ce qui se passe après dans les scans, s'il vous plaît. Et inversement aussi, si jamais vous n'avez pas vu Boruto et vous ne connaissez pas Boruto To Blue Vortex et que ça vous intéresse, eh ben, je vous déconseille fortement de regarder cette vidéo parce que forcément, il va y avoir du spoil, que ce soit sur Boruto parce que je vais revenir un peu sur Boruto vite fait et surtout Boruto To Blue Vortex. Donc, j'ai dû faire un petit flashback en fait, justement revenir sur Boruto et surtout sur la fin pour me remémorer un peu ce qui s'est passé à la fin de Boruto, sachant que dans l'animé on n'a pas eu la fin en fait, l'animé s'est arrêté au beau milieu comme ça. Là où il fallait pas, l'animé s'est vraiment arrêté là où il fallait pas, et donc j'ai dû lire les scans quand même à la fin de Boruto, pour connaître au moins la fin de Boruto, avant de pouvoir commencer Boruto To Blue Vortex. Et donc à la fin de Boruto, on a Ada, un personnage que Code a libéré avec son petit frère Daimon. On a Ada qui se retrouve à Konoha avec justement Boruto, Kawaki, Sarada et toute la compagnie. Et on a Kawaki qui va apprendre que Boruto est un Otsutsuki. Alors je me souviens pas si parce que je sais qu'il pensait que Boruto était mort, mais en fin de compte Boruto n'est pas mort, mais il va apprendre que Boruto est un Otsutsuki. Et avec le passif qu'il a, Kawaki, il a fait grandir en lui une haine aveugle envers les Otsutsuki. Et donc, quand il va apprendre que Boruto est un Otsutsuki, il va estimer que Boruto est une menace très grande. Et dans un sens, il a raison, parce qu'on a vu que Boruto, même Borushiki, il a fait des petites choses pas très nettes, pas très cool. Et donc, ce qui va encore plus donner raison à Kawaki de vraiment d'estimer que Boruto est une menace. Et donc, tout simplement, le but de Kawaki, il faut bien comprendre que c'est d'éliminer tous les Otsutsuki. Alors lui-même c'est un Otsutsuki, mais il se dit lui-même être un Otsutsuki qui veut tuer tous les Otsutsuki. Alors ce qu'il va faire Kawaki, c'est que en fait, pour entre guillemets protéger Naruto et sa femme, il va en fait les enfermer dans la technique la technique de l'Otsutsuki là, avec son œil où tu mets des objets, tu renfermes des objets. En fait, c'est un espace-temps où le temps est figé et tu peux en fait à tout moment mettre des choses ou faire sortir des choses de cet espace-temps. Et donc, il met Naruto et Hinata dans cet espace-temps pour entre guillemets les protéger. Donc, il va chercher à se débarrasser de Boruto, mais bon, forcément, le village, il va mal réagir. Kawaki, il estime être le seul à pouvoir se débarrasser de Boruto.
sachant qu'il le considère quand même comme son frère, hein, Kawaki. Boruto, il est comme son frère. Il estime tout simplement que déjà, en termes de force, hein, et de puissance, Boruto c'est quand même le fils du Hokage, donc voilà, hein, en termes de force, c'est pas n'importe qui. Et aussi, évidemment que les habitants de Konoha, voilà, en termes de respect, puis même, hein, je veux dire, Boruto il a ses amis, il y a des sentiments, donc vraiment Kawaki, il sait très bien qu'au fond de lui, il est le seul à pouvoir tout simplement tuer Boruto, qu'il n'y a personne qui va avoir le courage, entre guillemets, de faire ça, et il sait très bien que c'est le seul à pouvoir le faire. Et ce qui se passe, c'est que il va être en panique, hein, en fait, Kawaki, et c'est Ada, justement, hein, le personnage là qui est à Konoha, qui va, entre guillemets, l'aider, mais c'est involontaire. Il faut savoir qu'Ada, elle a des pouvoirs très spéciaux. Et en fait, si je dis pas de bêtises, hein, vous me dites en commentaire, hein, si je dis des conneries, vous me dites en commentaire, n'hésitez pas. Elle va lancer un sort en fait surpuissant, vraiment un sort très très puissant, mais je crois que c'est pas de manière volontaire en fait, c'est un peu indirect, c'est un peu sans le vouloir. Et en fait, elle va accomplir le désir de Kawaki. Voilà, Kawaki, il aurait aimé être à la place de Boruto, et il aurait aimé que Boruto, ce soit lui le renégat, entre guillemets. Et donc, c'est ce que le sort va réaliser. En fait, c'est comme un génie qui réalise ton souhait, en fait, c'est la même chose. Mais ce qui se passe, c'est que ce sort, il est très puissant, et ça va s'appliquer sur tout le monde, sur le monde entier, en fait. Sauf quelques personnages, notamment Sarada, Sumire aussi, il me semble. Je pense que Sasuke aussi n'est pas touché par le sort. Les Otsutsuki, tous les Otsutsuki ne sont pas touchés par le sort. Himawari, j'ai un doute en fait. Je sais pas si Himawari elle est atteinte par le sort ou pas. J'ai un doute. Ce qui va se passer, c'est que le rôle de Kawaki et le rôle de Boruto vont être inversés. Et donc, tout le monde va voir Kawaki comme le fils du Hokage. Et tout le monde va voir Boruto comme celui qui a fait disparaître, qui a assassiné, alors là, ils disent assassiné Naruto. Parce que Naruto, il est plus là, hein, forcément, ils savent pas où il est. Donc, c'est Boruto qui va prendre la place de Kawaki. Et qui va, lui, avoir le rôle de la cause de la disparition de Naruto. Donc, on est 3 ans après. Donc, Boruto Two Blue Vortex, alors, il y a une petite question que je me pose juste, c'est que Naruto et Hinata, si pendant ces 3 ans, ils sont restés dans l'espace-temps, dans la technique de Kawaki, et en fait, ils n'ont pas vieilli. Parce que le temps est figé dans cet espace-temps. Donc ils n'ont pas vieilli, si jamais ils sont restés dedans. Et on va voir au début de Boruto Two Blue Vortex que justement, alors je vais comme ça, je vous mets les dessins et voilà, en même temps que j'explique. Naruto et Hinata, au début de Boruto Two Blue Vortex, sont dans cet espace-temps, sont coincés, sont inconscients dans cet espace-temps. On a aussi on a Sarada, que j'aime beaucoup comme ça, hein. Sarada, jeune ado on va dire, hein. Les dessins sont vraiment... Les dessins, je vais en reparler forcément parce que les dessins sont vraiment incroyables. Je les trouve absolument ouf. D'ailleurs, en parlant des dessins, il y a eu une... Alors, si vous ne saviez pas, il y a Masashi Kishimoto et Mikio Ikemoto qui étaient sur Paris le 23 et le 24 à l'occasion de la sortie de Boruto Two Blue Vortex et ils ont été interviewés. Et il y a une question qui leur a été posée. La relation maître-élève est très présente dans Naruto et Boruto, même en dehors du système éducatif des shinobi. Pensez-vous que l'apprentissage doit nécessairement passer par le tutorat? Alors Masashi Kishimoto a répondu oui, je pense que ce système est important. J'ai enseigné beaucoup de choses à Maître Ikemoto. S'il dessine aussi bien, c'est peut-être grâce à son apprentissage auprès de moi. Et donc il va ajouter à ça Kishimoto. Ces derniers temps, je suis un peu jaloux. Je crois que je lui en ai trop appris. Donc vraiment,
ça veut dire ce que ça veut dire au niveau des dessins, parce que c'est Mikio Ikemoto qui s'occupe des dessins dans Boruto To Blue Vortex. Et là, Kishimoto, il estime vraiment que Ikemoto, il est, en termes de dessin, il estime presque qu'il a surpassé Kishimoto. Si jamais vous avez envie d'aller voir l'interview au complet, eh ben, je vous mets le lien dans la description, hein, c'est sur Manga News. Donc voilà, je vous mets directement le lien dans la description. Comme ça, voilà, je suis comme ça. Comme ça, au moins, vous pouvez aller voir tout l'ensemble de l'interview. Je trouve que vraiment, les dessins, si on veut comparer un peu à Naruto, c'est un cran au-dessus. Vraiment, hein. Boruto To Blue Vortex, je trouve que c'est quand même un cran au-dessus. Il y a plus de détails, il y a plus de choses. Et il y a même le style. Le style, je le trouve plus stylé. Et donc, voilà, hein, même Kishimoto, il estime lui-même que vraiment, Ikemoto, il est vraiment... il est bon. Il est bon. Donc, je parlais de Sarada, vraiment, hein, j'aime beaucoup le style, toujours avec ce manteau là, avec le symbole du clan Uchiwa, j'aime bien, hein. J'aime bien quand il y a... c'est ça que j'aime bien dans Boruto aussi, dans To Blue Vortex, c'est que, même dans Boruto, c'est que ça a cette continuité de l'œuvre Naruto, mais tout en étant différent en fait. On se retrouve avec Sarada, hein, qui elle sait que... elle sait que Boruto, c'est lui le fils du Hokage, et que Kawaki, c'est Kawaki. Mais le dilemme, c'est qu'elle se confronte à des gens qui, eux, ne savent pas. On a aussi donc dans ce To Blue Vortex le retour de Boruto à Konoha. Et là, vraiment, c'est pareil, hein, Boruto en jeune homme comme ça, c'est le style... je re-regarde les dessins et je les re-regarde et je les re-regarde et j'apprécie toujours autant. Et c'est un personnage, et vraiment c'est trop stylé, trop stylé Boruto. Et il n'y a pas que le design, vraiment, il n'y a pas que le design du personnage. J'aime aussi la façon comme on nous le présente dans Boruto To Blue Vortex, la façon dont on nous l'amène. On a Code qui est justement revenu à Konoha comme ça, hein, sans respect. Et il cherche Boruto. Et alors il va venir là avec ses petites bêtes, tout un peu le bordel. Au moment où on s'y attend pas, boum, t'as Boruto qui arrive. Vraiment ça c'est masterclass. Avec le pied comme ça là sur le visage de Code. Code aussi, hein, le dessin très stylé Code. Et voilà, Code, la manière que c'est fait, la mise en scène, c'est un truc de fou. Franchement, c'est un truc de fou. Donc on a justement, cette petite interrogation là, par rapport à ces bêtes. Donc ces bêtes en fait, ça me rappelle un peu les Zetsu blancs dans Naruto Shippuden à la fin de la Grande Guerre. Sauf que là, ils ont été en fait modifiés par Code. On voit sur leur corps que il y a les marques de griffes de Code. C'est lui qui les a changés. Et en fait, ces bêtes, elles cherchent tout simplement à manger. Elles veulent manger. Elles mangent tout ce qui bouge. Hein. Elles cherchent à manger tout ce qui bouge jusqu'à trouver un Otsutsuki pour en fait devenir un Shinju, si je dis pas de bêtises. On a Kawaki, donc Kawaki aussi c'est pareil, hein. Kawaki dans Boruto, je trouvais pas, j'ai rien contre Kawaki, hein. C'est un personnage que j'aime bien, mais je ne le trouvais pas tellement stylé que ça. Et là dans To Blue Vortex, je trouve que c'est quand même un cran au-dessus. Je trouve qu'en termes de design et tout, c'est quand même un cran au-dessus. Et on a justement, hein, Kawaki qui se fait attaquer comme ça par une de ses bêtes. On a aussi, donc en fait, une fois que ces bêtes t'attrapent, et elles se transforment en arbre et tu es bloqué dedans. Alors, il me semble qu'il y avait eu ça aussi dans Naruto Shippuden, hein, quelque chose qui ressemblait à ça, avec un arbre qui aspirait ton chakra, ou
un truc dans le genre. Et donc, on a voilà, des shinobi qui se retrouvent coincés comme ça dans les arbres. Et Sarada, elle explique en fait que c'est en mangeant un Otsutsuki que l'arbre devient un Shinju. Mais que là, étant donné que ça mangeait pas, étant donné que ceux qui se sont fait prendre ne sont pas des Otsutsuki, ça devient des arbres lambda, on va dire. Et elle explique Sarada que ceux qui se font prendre ne sont pas morts, sont en vie. Il va y avoir aussi un lien par rapport à ces arbres. Alors c'est un peu compliqué à comprendre. Je sais pas si par la suite on va un peu nous expliquer. On a Boruto dans ce Toulouse Vortex qui va utiliser une technique, une nouvelle technique, et c'est là vraiment qu'on va voir que je pense que Boruto, par rapport aux autres, pendant ces 3 ans, il n'a pas chômé, hein, vraiment. Il s'est pas reposé sur ses lauriers. Je pense que même par rapport à Kawaki, à mon avis, il est au-dessus. Je pense que même par rapport à Kawaki, vraiment, il est plus puissant que Kawaki. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Donc il va utiliser une nouvelle technique, le Rasengan Uzuiko sur Code. Donc en fait, Code, il va être comme un peu encerclé par une sorte de vent ou je sais pas quoi. Il va essayer de toucher Boruto à plusieurs reprises, il va pas réussir à l'avoir. Jusqu'à ce que Boruto lui fasse cette technique. Alors, ce Rasengan Uzuiko, en termes de puissance, c'est moins puissant qu'un Rasengan normal. Mais ce qui se passe, c'est que ça a un impact en fait sur la cible. On va dire que c'est pas un genjutsu, mais ça y ressemble un petit peu. Ça va mettre la cible, la victime de la technique, dans un état un peu secondaire comme ça. Et donc Boruto il explique que, parce que Code il subit la technique et il demande à Boruto, parce que Code il a l'air tout déphasé, et il demande à Boruto mais qu'est-ce que tu m'as fait, et Boruto il va lui expliquer que c'est la riposte de la planète et que c'est le chakra, la rotation de la planète qui est intégrée dans cette technique, le Uzuiko. Et que cette technique, elle disparaît, en fait ce contrôle, cet état ne disparaîtra pas tant que la planète continuera à tourner. Ce qui est fort avec cette technique, et on va le voir après, c'est qu'en fait Boruto il a vraiment un contrôle total sur cette technique en fait. Il peut te mettre dans cette espèce de... c'est pas un genjutsu, mais dans cette espèce de contrôle. Et il peut aussi t'en sortir en te touchant comme il le désire. Voilà, il peut te libérer de la technique. Donc on a un Code qui va réussir à prendre la fuite grâce à ces bêtes là, parce que c'est quand même pratique. La technique de Code là avec les griffes, c'est quand même assez fort parce que justement on voit que la façon comme il est apparu à Konoha, il est sorti d'une de ces bêtes grâce aux griffes, et il a réussi aussi à s'échapper grâce à une bête avec la technique des griffes. Et donc quand Code il disparaît, on voit Boruto comme ça en gros plan, et on voit un petit crapaud comme ça qui lui dit infiltration réussie Boruto, Code est retourné à la base. Moi quand j'ai vu ce petit crapaud là, tout de suite j'ai pensé à Jiraiya Sensei directement. Et on sait que dans Boruto, il y a un personnage qui nous faisait énormément rappeler à Jiraiya. C'était même pas, il nous faisait rappeler, c'était presque lui, c'était presque Jiraiya limite. Et je me demandais justement, est-ce que ce personnage allait revenir? Est-ce qu'on allait plus le revoir? J'avais ce questionnement. Donc Boruto il va réussir à suivre Code, à rejoindre Code, encore une fois grâce à une nouvelle technique, le Hiraishin, le vol du dieu de la foudre, donc la technique du 4e Hokage, pour vous montrer à quel point Boruto, entre la fin de Boruto et là Boruto Toulouse Vortex,
en termes de puissance, il a passé, hein. Il a passé des caps à Boruto. Je vous dis, je pense que, à mon avis, hein, je pense que Kawaki, il n'est pas du niveau de Boruto, je le pense. Après, est-ce que, voilà, on va le savoir avec la suite, hein, mais là, comme ça, je dirais que Boruto, il est un cran au-dessus, vraiment. Donc il va utiliser cette technique pour pouvoir suivre Code. Il va le rejoindre, Code, là où est censé être caché Jubi. Sauf que, quand ils arrivent sur place, pas de Jubi. Donc Code, il va voir Boruto arriver et il va aussi se rendre compte du crapaud. Là aussi, c'est un petit, c'est pour nous faire tilt. Il connaît ce crapaud. Il est, ce crapaud. Il voit le crapaud et là, tout de suite, lui, il a reconnu. Il sait, il est à qui ce crapaud. Il sait d'où ça vient ce crapaud. Donc, il sait que ce crapaud, voilà, lui, il était membre de Kara. Ce crapaud appartient à un membre de Kara aussi. Et donc on va avoir des nouveaux en fait des nouveaux personnages hein, qui vont être présents. Alors Jubi a disparu, mais on va avoir 4 personnages vraiment très étranges. Et ce sont aussi des Shinju apparemment. Hein. Donc là aussi, je me pose des questions par rapport à ça. Est-ce que c'est Jubi, est-ce que c'est le Jubi qui s'est métamorphosé en ces quatre formes-là? Ou est-ce que le Jubi, il a disparu et ces 4 formes-là, elles étaient déjà là? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais je sais pas, franchement, je sais pas. Je dirais que c'est le Jubi qui s'est divisé en ces 4-là, mais je suis pas sûr. Donc on a un de ces personnages hein, qui va directement s'en prendre à Boruto. Et ensuite, on va avoir l'apparition des autres. Et Boruto, il va libérer Code de cette technique, hein, justement, du Uzuiko, pour qu'il reprenne ses esprits, entre guillemets. Et donc là, Code, lui-même, hein, il va demander à Boruto qu'est-ce qui se passe, il est où le Jubi? Est-ce qu'il y a un lien avec le fait que le vieux là il se soit fait dévorer? Et là Boruto il explique justement que c'est pas que Bug qui s'est fait dévorer, hein, le vieux, c'est il y a un lien en fait, il y a vraiment un lien avec tous les arbres, avec tous ceux qui se sont transformés en arbres. Et là on a justement un de ces personnages qui explique que c'est le chakra et que ces Shinju là, en aspirant le chakra de toutes ces vies, ils vont réussir à concevoir en fait un fruit du chakra. Et il explique que c'est leur rôle en fait, hein, c'est leur destin. Et donc il explique en fait que c'est un peu grâce à Code que ils ont pris cette forme, hein, j'ai l'impression. Hein, parce que j'ai l'impression que ce qu'on voit sur eux, c'est aussi hein, les marques de griffes. J'ai l'impression que ce qu'on voit sur eux, c'est aussi les marques de griffes. Boruto il va se retrouver dans une situation compliquée et il va pas avoir le choix que de partir, hein, parce que il est vraiment dans une situation compliquée avec les 4 là qui ont l'air quand même assez puissants. Il va se téléporter. Il va revenir certainement là où il était caché avant de revenir à Konoha. Et là tout de suite on voit justement le personnage, hein, le fameux personnage avec le crapaud, c'est Kashin Koji. C'est bel et bien lui qui est aux côtés de Boruto et qui lui dit que il va falloir continuer de se battre. Et on a Boruto qui est en fait assis dos à un arbre et là il va dire: désolé, je vais devoir te faire patienter encore un peu, Sasuke. Et là, on voit dans l'arbre, c'est Sasuke qui est coincé dans l'arbre, lui aussi inconscient. Donc, ça présage des bonnes choses, ça présage pas mal de suspense. Il va y avoir, hein, je pense que, voilà, là, c'est un peu en train... ce tome 1, on met des choses en place un petit peu.
Alors je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on a vu aussi que Sarada, quand elle a vu Boruto, ça lui a fait quelque chose quand même. On sent que Sarada, par rapport à Boruto, au niveau des sentiments, il y a un petit quelque chose. Moi, ce tome, je l'ai trouvé très bon. Je l'ai trouvé même excellent, à vrai dire. Et j'ai hâte de connaître la suite, tout simplement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Boruto To Blue Vortex, hein, que ce soit au niveau des dessins, au niveau du scénario, comment ça se goupille. Donc voilà, hein, pour cette review, hein, j'ai fait un peu le tour. Si jamais je me suis trompé sur certaines choses, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Si vous avez des idées, hein, des théories par rapport aux arbres, par rapport à ces fameux personnages, là, les 4 personnages, les 4 méchants qu'on voit à la fin, si vous avez une théorie de savoir qu'est-ce que c'est exactement, n'hésitez pas aussi à le mettre dans le commentaire, mais ne spoilez pas. Si vous êtes au courant, si vous avez les réponses parce que vous avez regardé les scans, je répète encore, s'il vous plaît, ne spoilez pas. N'hésitez pas à vous abonner. Voilà, cette chaîne YouTube, elle est vraiment faite pour qu'on puisse partager. Donc, vraiment, j'insiste sur les commentaires. Hein. N'hésitez pas à commenter. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!